Deuxième dossier de ce soir, la Cour constitutionnelle qui a rendu son arrêt il y a quelques jours, donc c'était le mercredi dernier, en interprétation de l'article 70. La Cour constitutionnelle qui a été saisie par près de 250 députés de l'AMP, mais aussi quelques-uns de l'opposition. Alors, finalement, la Cour en a ainsi décidé. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la République. Bon, ça fait débat puisqu'on ne sait pas quand ces élections seront réellement organisées. Sur ce plateau, Maître Guillaume Manjolo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes à la fois juriste, vous êtes aussi un des communicateurs de la majorité présidentielle. Ça fait débat. Lorsque les députés saisissaient la Cour constitutionnelle, peut-être vous avez eu à donner votre analyse avant. Vous vous attendiez à quelle interprétation ou à quel arrêt? Déjà, la formulation qui est la vôtre, ça fait débat. Ça fait débat où? Par qui? Parce que l'opposition, quelque part, en parle déjà. Ça relance le débat politique en République démocratique du Congo, puisqu'on ne parle plus tellement de dialogue, on ne parle peut-être de moins en moins des élections. Maintenant, c'est finalement la guerre des positions, même si c'est en dernier ressort que la Cour constitutionnelle intervient. Non, je pense qu'il faut relativiser les choses. La Cour constitutionnelle a des arrêts qui sont d'autorité et qui ne sont pas discutables. Donc il n'y a pas de débat par rapport à une interprétation de la Cour constitutionnelle. Il n'y en a pas. Il y a simplement pouvoir dire effectivement, au terme de cette interprétation, qu'est-ce qu'on doit faire politiquement? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Très bien. Mais partant de là, on doit revenir d'un pas en arrière, on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on puisse solliciter cette interprétation? Il y avait des processus du dialogue, qui est toujours en cours, qui doivent permettre de pouvoir rendre transparent les processus électoraux, organiser un calendrier qui soit viable, qui permette de pouvoir tenir compte d'un certain nombre d'aléas qui jalonnent le processus lui-même. Bon, notamment les fichiers électoraux et tout le reste. Mais il serait posé une question par rapport à un moment donné, il me semble. La question a été posée parce que la CENI avait dit qu'elle était dans la possibilité de pouvoir organiser les élections dans le délai lui imparti. Et ça criait le débat, ça c'était le débat. Il y avait le débat autour de ça. Et finalement, on est revenu sur la position en disant, tiens, si on saisissait la Cour constitutionnelle, légitimement, à bon droit, il me semble que les parlementaires ont pris la décision de faire cette démarche-là. Très bien. Et la Cour a interprété tout naturellement. Il me semble aussi que plusieurs fois sur ces plateaux, j'ai eu l'opportunité de pouvoir vous en parler. J'ai même fait des débats à la fois sur ces plateaux et sur d'autres plateaux où j'étais en face des gens qui disaient le contraire. J'ai dit qu'au-delà du bon sens, la légitimité elle-même, elle exige quoi? L'article 70, alinéa 2, dit simplement que si on veut l'interpréter de manière beaucoup plus fluide pour ceux qui doivent comprendre, qui nous regardent maintenant, la légitimité acquise par un mandat, par le suffrage universel, et en l'espèce, les chefs de l'État l'ont acquise par suffrage universel direct en 2011, court jusqu'à la nouvelle légitimité qui doit être acquise de la même façon. Il n'y a pas une autre façon. C'est le délai qui pose problème, Maître Guillaume. Le délai de quoi? Le délai de la fin du mandat. C'est peut-être là que les choses commencent. Non, c'est-à-dire que si on est sentimental, on a des positions en fonction de ses espérances personnelles, en fonction de ses prévisions, de la perspective qu'on se donne en se disant, tiens, j'ai envie de devenir calife à la place du calife, devenir chef de l'État, c'est autre chose. Mais simplement, les textes sont ceux-là, et en l'espèce, on a un certain nombre de difficultés qui ont jalonné, j'ai dit, qui sont inhérentes à la situation qui est la nôtre au plan du calendrier. Quand on a sorti le calendrier par Malouma, vous vous souvenez ce qu'on a dit? Ces calendriers étaient indigestes, ce n'était pas possible, parce que tout simplement, il y a beaucoup d'écueils qui n'ont pas été surmontés à ces jours. Très bien, on fait comment? Et les temps passent. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a quand même eu les concertations qui ont précédé les dialogues. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes au niveau du pays qui ont occasionné notamment la rébellion dans la partie est du pays, le CNDP qui s'est mué en M23 et toutes les défis qu'on a connus. Et puis, il y a les concerts des nations s'est réunis, on a eu l'accord cadre. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, il faut tenir compte de ça. Et ces choses-là, aujourd'hui, nous poussent dans une situation telle que, puisqu'on n'a pas pu tenir le calendrier à la suite de tout ce que je viens d'expliquer comme écueils, qui ont jalonné le processus électoral, y compris la gestion du pays, de manière très très difficile pendant très longtemps, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on doit aller regarder ce que nous dit la Constitution. Malheureusement, il y avait une difficulté pour pouvoir interpréter la fin du mandat. C'est ça. Parce qu'on fait comment? Les gens se sont portés sur 115, 76, l'empêchement et tout. Mais ce n'était pas le sujet. L'empêchement
dont 75 et 76, peuvent être exécutés 2 jours après l'entrée en fonction, même 1 jour après l'entrée en fonction du chef de l'État. Il est élu au matin, au soir, il est empêché. Alors là, on peut parler de 75-76. Ou bien 1 an après, 2 mois après, ainsi de suite. C'est pas à la fin du mandat à la fin du mandat, non, mais il est en bonne santé, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ce qui fait que tenter de pouvoir déplacer les curseurs d'une appréciation juridique, d'une interprétation juridique, par sentiment, parce qu'on a les soucis absolument de les remplacer, c'est une faute. Est-ce que des cas pareils, par exemple, si ça arrivait ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? En Haïti, par exemple, on a vu un cas un peu exceptionnel en Haïti où, à la fin, le président, on n'a pas organisé d'élection, le président dit, moi, mon mandat, il arrive à la fin, moi, je tourne le dos, je pars. Bon, regardez, c'est peut-être un cas exceptionnel avec l'arrêt de la Cour, mais il faut aussi savoir qu'en face, nous sommes en politique, il y en a aussi qui disent, tiens, non, c'est de l'imposture. Mais, Monsieur Nkeri, le mimétisme ou l'interprétation de nos règles en regard des autres règles, tout ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque souveraineté, chaque État a ses règles. Avez-vous visité la Constitution d'Haïti? Elle dit quoi exactement par rapport à ce type de situation? Allez regarder ça. Que ceux qui parlent d'Haïti prennent la Constitution d'Haïti et puissent nous l'interpréter. In extenso, elle dit quoi exactement dans ces cas de figure? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas dire on a vu les cas comme ça. Non. La Constitution congolaise est la Constitution congolaise. Et alors, les dispositions qui sont dans la Constitution sont claires. L'interprétation qui en est faite de manière baroque par certains n'a pas marché. La vraie interprétation est faite par l'institution ou l'instance qui a autorité. Et sa Cour constitutionnelle, elle vient de le faire. Elle n'a pas tergiversé. Ce que j'ai dit ici plusieurs fois, la légitimité acquise au terme d'une élection reste valable jusqu'à ce qu'une nouvelle légitimité vienne remplacer l'ancienne légitimité. Et là, s'il vous plaît, je clôture là-dessus par rapport à une illustration précise. Il s'avère simplement que les parlementaires provinciaux, desquels tirent l'autorité les sénateurs, sont là avec la même légitimité depuis 2011. Depuis 2006. Voilà. À ces jours. Ça n'a posé de problème à personne. C'est la même interprétation des textes. Mais l'institution présidentielle est tellement enviée par les uns et les autres. Beaucoup de passion autour de ça. Il y a une passion autour de ça qui n'a aucun intérêt. Mais l'essentiel est là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut se référer au texte. Et il y a des exemples précis. Il y a une jurisprudence congolaise sur la gestion de mandat acquis par légitimité populaire et les termes de ces mandats-là. Et c'est la même interprétation. Alors, maintenant, sur le plan politique, ça c'est la loi qui dit, on va finalement dans ce que nous vivons au quotidien sur le plan politique, c'est que on ne sait pas quand est-ce que ces élections seront organisées, comment est-ce que ça va, combien de temps ça va durer, justement, cette période jusqu'à l'installation d'un nouveau président de la République. Là aussi, ça pose problème. Aujourd'hui, toute cette période, la question peut-être on vous l'avait posée lors de votre passage au journal, cette période, on l'appellerait quoi? Une transition? Il faut des arrangements politiques aussi avec d'autres familles politiques, ou c'est la majorité qui va continuer à gouverner parce que c'est depuis 2006 que la majorité l'emporte au pouvoir. Oui, mais attendez, je pense qu'il y a un problème là-dessus. Est-ce qu'on a changé la formule du Sénat aujourd'hui? C'est le même Sénat depuis 2006, n'est-ce pas? 2006-2007, à aujourd'hui, c'est le même Sénat. En vertu de quoi on changerait des majorités alors que la légitimité court encore? Mais simplement, il faut rappeler un élément qui est tout à fait là à notre portée, qui est le fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans les processus du dialogue. Au terme de ces processus qui nous permettra d'avoir... Qui tarde aussi, qui tarde. Maître Guillaume Manjolo, qui tarde aussi. Oui, comité préparatoire, dialogue, ça fait pratiquement plus d'une année qu'on en parle. Et finalement, on n'arrive toujours pas au dialogue. Mais vous savez, les tangos, il faut danser à deux, pas seul. À la première minute, dès lors qu'il avait dit, il était dit qu'effectivement il y aurait dialogue, les facilitateurs étaient arrivés, voulaient savoir un peu qui allait y participer. Les formats étaient là. 12 majorités, 12 oppositions, 6 sociétés civiles. Très bien. Qui a été le premier à soumettre la liste? La majorité a soumis sa liste très directement, très rapidement, sans fioriture, sans intermoment. C'est parce que le dialogue profite à la majorité. C'est pas que ça profite à la majorité. Vous pensez ça sincèrement? Vous pensez sincèrement aller discuter? Vous savez, on a eu Sun City. On se souvient de l'issue de Sun City. On a eu 4 vice-présidents dans ce pays. C'était Sun City. Et les gens qui étaient avec des grands ministères dans ce pays, qui ont roulé carrosse pendant très longtemps. Vous vous souvenez très bien, c'est pas que ça profite.
On a besoin de la calmie, on a besoin de la paix dans ce pays. Alors, la paix nécessite, à un moment donné, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, qu'on regarde les uns les autres plutôt, et qu'on arrive à un consensus. D'ailleurs, c'est l'objet du dialogue. Le dialogue demande un consensus. Ce n'est pas en faveur de X ou Y, c'est par rapport à un consensus. Mais ce qui est malheureux dans ce pays, c'est que même quand les gens ont les textes en main, ils ne les lisent pas. Les textes de l'ordonnance fixent exactement le processus du dialogue et l'issue du dialogue. Dit qu'au terme de ce dialogue, nous devons absolument avoir un consensus permettant de pouvoir mettre en œuvre les calendriers électoraux de manière apaisée, de sorte à ce que l'issue soit acceptée par tous. C'est ça. Mais tant qu'il n'y a pas adhésion de tout le monde, parce qu'il y en a qui sont catégoriques, ceux qui sont contre le dialogue, ils sont nombreux, bon, des familles politiques aussi, pas de moindre, et ceux qui s'allient quelque peu à la démarche, mais qui, tiens, dans le comité préparatoire, se retrouvent face, se sentent lésés, peut-être on ne va plus participer. On se rend compte de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent contre le dialogue finalement. Non, mais la difficulté qu'on a dans notre pays, c'est que les positionnements au niveau de ce qui se dit de l'opposition, c'est très difficile. On a une lecture très ambiguë et la cartographie de l'opposition pose problème. Il y a des opposants de première heure qui sont là depuis très longtemps, qui estiment que bon, c'est eux qui sont opposants. Très bien. Et puis il y a des opposants de la mi-temps qui sont là, qui disent non, nous sommes opposants. Et puis il y a des opposants de la dernière heure. Très bien, qui veulent se faire une nouvelle santé politique et tout ça, partant du principe qu'ils n'ont pas participé à la gestion du pouvoir, alors qu'ils y étaient depuis presque quasiment 10 ans. Très bien. Alors, maintenant, de tout ça, avez-vous déjà vu un groupe de l'opposition parlant de la même voix dans ce pays? Il n'y en a pas. C'est ça la grande difficulté. Alors, il ne faut pas que cette faute-là, qui est quasiment liée à l'essence même de la difficulté de la lecture de l'opposition, et la transposer, la faire porter par la majorité. Même au niveau de la majorité, on peut avoir des dissensions, mais il y a une autorité morale qui organise des choses, qui fixe des caps et tout le monde suit. Mais vous savez, on a un problème depuis 2006, à ces jours, alors que la fonction du patron de l'opposition est là. Est-ce que ça tenait à quoi? Est-ce que ça tenait à la majorité? Consensus au niveau de... Depuis 2006, je ne parle pas de 2011, depuis 2006, ils n'ont pas été en mesure de trouver juste un porte-parole. Alors, voyez-vous très bien que la difficulté à laquelle on fait face aujourd'hui, voilà. Alors, avec les quelques minutes, 5-6 minutes, je crois qu'il nous reste, j'aimerais qu'on ouvre une autre porte, carrément, qu'on parle de l'affaire Moïse Katumbi. Finalement, on en parle puisque on se rend compte que le pays est finalement vu autrement. Moïse Katumbi a adulé il y a quelques mois, une année peut-être ou plus, et finalement qui se retrouve curieusement à la barre. Vu de l'extérieur, c'est trop de pression sur lui parce que l'homme aurait changé de fusil d'épaule et finalement il était devenu opposition. Et tout ce qui se passe autour de lui, on se dit, tiens, c'est purement politique, ça frise l'acharnement. Ah bon, je ne sais pas, vous avez une lecture tout à fait biaisée de la situation. Pourquoi c'est ça l'acharnement? Une lecture que nous essayons d'analyser peut-être avec d'autres aussi, de l'autre camp. Je ne sais pas. En fait, je suis dans une configuration de la non-affaire au sens réel du terme parce que quand on a vu des grands messieurs comme Strauss-Kahn, d'accord? Vous voyez la sommité de Strauss-Kahn, prof d'université, grand cadre du Parti socialiste, patron de FMI, et pressenti comme celui qui allait ramasser carrément la présidence de la République. Il a eu une affaire de droit commun, point barre, et tout s'est dilué complètement. En vertu de quoi quelqu'un d'autre aurait eu, c'est-à-dire qu'il aurait la sainteté par rapport à ça. Vous savez, les gens, et je le disais aussi dans une des émissions, les gens ont profité largement de leur statut, de certaines facilités, tout ça, pour faire certaines choses, croyant qu'effectivement, ils étaient hors portée. Il s'avère tout simplement... Pourquoi ça ne se dénonçait pas quand ils étaient dans l'autre camp? Non, je suis désolé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dépouillé de toutes vos immunités, c'est plus facile. Tout change. Et puis, a fortiori, si on voit maintenant sur... Je ne sais pas, l'affaire est en instance. Pour l'instant, on ne peut pas commenter. Bon, on ne sait pas l'issue, parce que la présomption d'innocence prime sur toute autre considération. Très bien. Mais néanmoins, lorsqu'on voit de manière claire qu'effectivement, autour de la personne qui a les prétentions d'être chef d'État dans ce pays, il n'y a que des étrangers. Et finalement, en RDC, on n'a pas les personnels utiles pour ça. Et avant ça, pour ces personnels qui ne pouvaient pas faire du mal à la personne concernée, aujourd'hui, feraient du mal. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser les personnels locaux? C'est-à-dire que les Congolais, bon, vous êtes devenu chef de l'État de la RDC et les Congolais ne sont pas intéressants pour vous pour bénéficier de vos avoirs et de bons salaires et tout. Parallèlement, on voit aussi qu'effectivement, il faut chercher les ténors des barreaux étrangers qui vont devoir maintenant lire et comprendre les textes congolais
très rapidement pour pouvoir défendre devant les juges congolais, alors que bon, il y a une panoplie de très très grands avocats dans ce pays, et on le sait. Et ils ont été utilisés pendant très longtemps, et bon, ça n'a posé aucun problème. C'est-à-dire cette conception qui consiste à pouvoir voir que l'étranger est le summum de notre existence. Alors en ce moment-là, soit on veut gérer la RDC, soit on veut gérer l'étranger. Il faut faire la part des choses. Bon, maintenant, la matière sécuritaire. Vous savez, les Katanga, ça a toujours été une poudrière particulière. Les mercenariats a eu pour terreau les Katanga pendant très longtemps. De tout le temps d'ailleurs. Vous vous souvenez que s'il y a eu une entité dans ce pays qui s'est déclarée quasi autonome très rapidement, c'était le Katanga. La sécession. D'accord? Et quand elle s'est déclarée autonome, qui a été les premiers à pouvoir accepter cette autonomie? C'était la Belgique et les États-Unis, bizarrement. Alors l'histoire ne nous enseigne rien au fait. C'est ça la question. Mais en même temps, dans ce même pays, il n'y a pas très longtemps, alors que bon, les honorables députés autres qui sont actuellement dans l'opposition étaient aux responsabilités, on a eu les Bakata Katanga, avec énormément de souffrance de la population. C'était dû à quoi? Parce que la majorité a fait quoi? C'était la gestion des uns des autres. Tout ça, c'est une question à pouvoir se poser. Et puis, si on va encore un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de dire, ah oui, nous sommes martyrisés, on nous harcèle et tout ça. Mais revenons d'un pas en arrière encore. Est-ce que dans ce pays, il y a eu des pogroms ou pas? C'est-à-dire qu'on a visé une population particulière au motif qu'elle était kassaïenne, qu'elle était installée là-bas. Et qu'il y avait des règles et des milices qui avaient été organisées pour pouvoir les bouter dehors. Je suis arrivé à Kananga, j'étais surpris, au barreau de Kananga par exemple, de tomber sur une somme d'avocats qui parlaient tous swahili. Je ne comprenais pas très bien. Je dis, mais on est au Kasaï ici. J'espérais entendre parler Luba. Pourquoi est-ce qu'il parle swahili? Ah non, ce sont tous ceux qui ont été refoulés du Katanga. Vous voyez, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, donc le regard sur le Katanga est tout à fait différent. Et surtout par rapport à ce dossier, on se rend compte que l'État a mis beaucoup sur ce dossier, où le regard est trop regardant sur cette affaire. Mais entre-temps, ça bouillonne aussi à l'extérieur. La France qui s'exprime, les États-Unis qui s'expriment, ou à la limite on envoie des émissaires ou non, mais au moins le regard de l'Occident est aussi très porté sur ce dossier. Non, mais non, vous savez, il faut faire la part des choses, et j'y reviens là-dessus pour dire que j'ai suivi encore ce matin un communiqué venant de la France. Ben, ils disent quoi? Ils disent tout simplement... Les États-Unis qui parlent des sanctions, qui parleraient des sanctions, de quelques sanctions. Sanctions par rapport à quoi? C'est-à-dire que le fait qu'on puisse organiser des élections apaisées, transparentes dans ce pays, qu'on soit dans les processus, ces processus qui est en harmonie avec la communauté internationale. L'ONU, c'est quoi? L'Union africaine, c'est quoi? Ils font partie. C'est lui qui est là pour l'instant comme facilitateur. Il vient d'où? En vertu de quoi on va parler de sanctions, à ce stade ici, il se passe quoi? Rien du tout. Il y a une interprétation de la loi qui est tout à fait légitime par la Cour constitutionnelle, qui a été approuvée d'ailleurs par la France aujourd'hui, parce que ce matin, j'ai suivi, où il n'y avait pas un discours belliqueux ou des remontrances de quelque manière que ce soit. Ça n'a pas existé. Il y avait tout simplement à dire, voilà, nous espérons qu'il y ait des élections apaisées et transparentes, tout simplement. Et le mot délai est aujourd'hui, au fur et à mesure, effacé de tous les discours internationaux. Maintenant, je vais clôturer des mots là, je ne sais pas si vous avez une autre question par la suite. Non, on va finir mais par simplement, là. Pour les Katanga, qu'on fasse attention, qu'on fasse très attention. Les 100 grades, tous les tout petits, Kassaïens notamment, au Katanga, ont souffert le martyre pendant des années. Je n'ai pas entendu un tel battement médiatique en disant il se passe des choses. Parce que quoi? Parce qu'ils n'avaient été sans grade? Ce n'est pas normal. Et avaient-ils commis des crimes de droit commun? Non. C'est simplement parce qu'ils étaient d'origine kassaïenne. Vous imaginez ce que ça représente? Et au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est soupçonné, notamment d'avoir autour de lui des mercenaires et tout ça, ça serait un problème qu'on puisse regarder de quoi il s'agit, tout simplement. Et si quelqu'un est tout à fait bleu-blanc, il n'y a aucun souci. Au terme du processus, on découvrira que bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Pendant ce temps, l'affaire se poursuit, comme vous dites chez vous, est encore en instance. C'est ce que vous dites. Voilà. Bien sûr, l'affaire est encore en instance. On ne peut attend pas préjuger D'accord. de ce qui sera dit. Les juges ne pourront que prononcer les règles des droits applicables à la situation, le moment venu, pour dire si effectivement il y a des preuves, il n'y a pas de preuves. Mais là, maintenant, personne ne peut interpréter. Merci, Maître Guillaume Manjolo. Vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'avoir été notre invité de ce soir. Je vous remercie. Allez, merci à vous d'avoir suivi ce grand journal. Dans un instant, dans quelques minutes, donc, grâce Salamo sur ce plateau pour la grande édition du journal. Claude Biriganini à la revue de presse et la deuxième partie.